Bonsoir et bienvenue dans Reporter, un reporter un peu particulier aujourd'hui puisqu'il sera consacré à l'aventure, au sport et à la passion, et cela à travers trois personnages. Le premier s'appelle Éric Surcouf. Nous l'accompagnerons dans l'une de ses aventures à la recherche d'un trésor englouti au large de l'île Maurice. Le second s'appelle Schumacher, vous vous en souvenez sans doute. C'est un footballeur de renommée internationale. Il a été le gardien de but de l'équipe de RFA avant d'en être évincé. Aujourd'hui, il joue toujours au football, mais à Istanbul, en Turquie. Quant au troisième personnage, c'est Jean-Christian Cassagne et il semble tout droit sorti d'un album de bande dessinée. La BD, c'est sa passion. Un reportage étonnant, vous verrez en fin de magazine. Tout de suite, notre premier rendez-vous avec la mémoire du siècle, 50 secondes pour se souvenir d'un événement important du passé. Il y a 29 ans, le 11 avril 1900. Comme tous les chasseurs d'énigmes. La recherche en archives dans notre activité, c'est la base de tout. C'est-à-dire que sans recherche en archives poussée, sans procès-verbal détaillé, sans liste d'inventaire, on ne peut pas prétendre aller sur un site et commencer une recherche archéologique sous-marine. Il y a certaines épaves que j'ai recherchées et qui ont nécessité 3 ou 4 ans de recherche assidue par différents archivistes qui travaillent dans mon groupe. L'énigme, c'est le Provence Uni, un vaisseau hollandais coulé en 1615 par un cyclone au large de l'île Maurice, avec à son bord une cargaison estimée à l'époque à 450 millions de nos francs. La clé de l'énigme, Éric Surcouf va la trouver dans cette salle, dans un livre unique au monde, collection privée d'un prince autrichien, le Grand Atlas secret de la Compagnie des Indes, édité en 1670. Sur une carte de l'île Maurice, y est indiqué le relevé du lieu présumé de l'épave du Provence Uni. Île Maurice, mars 1990. Bientôt la récolte de canne à sucre, production essentielle à ce pays, à peine plus grand qu'un département français. La carte découverte à la Bibliothèque nationale de Paris n'est pas assez précise pour localiser exactement l'épave du Provence Uni. Il faut pendant des semaines sillonner la côte ouest de l'île à la recherche d'autres indices. Éric Surcouf a entendu parler d'un pêcheur dont le bras est tatoué d'une croix à forme d'encre, signe distinctif des corsaires du roi de France. Ce pêcheur connaît une plage déserte où les jours de grandes tempêtes, on y fait de curieuses découvertes. Par centaines, des morceaux de porcelaine qui, après identification, s'avéreront être des morceaux de porcelaine Ming de la dynastie de l'empereur Wanli. Selon les rapports d'archives, le Provence Uni a embarqué à son bord 90 000 pièces de porcelaine Ming de la même époque que celles qui surgissent du lagon les lendemains de cyclone. Mais il reste une dernière information à vérifier pour le chasseur de trésors archéologiques. Une information qu'il faut chercher à 800 mètres d'altitude, au sommet de la plus haute montagne de l'île Maurice, le mont Peterbot, un pic dressé vers le ciel, surmonté d'un rocher en équilibre chargé de légendes. Depuis toujours, pour se repérer le long des côtes, les marins se positionnent par rapport au point culminant du littoral, de préférence les montagnes. Le 6 mars 1615, Peterbot, premier gouverneur de la Compagnie des Indes, périt dans le naufrage de sa flotte sur la côte ouest de l'île Maurice. Les survivants du naufrage, dont ceux du Provence Uni, donnent le nom de leur chef à la plus haute montagne avant d'en marquer la position. Pour Éric Surcouf, tout concorde, le mont Peterbot est dans l'axe souhaité, l'épave du Provence Uni ne peut se trouver qu'ici, dans la baie d'Albion. Cette épave a coulé à une époque où l'île Maurice était inhabitée. Les premiers habitants vraiment de l'île Maurice, après que les Hollandais l'aient occupée pendant quelque temps, ne se sont installés que 120 ans après. Donc, disons, durant plus d'un siècle, il y a un certain nombre de sédiments, de sable, de corail qui s'est déposé donc, sur ces vestiges. Cette épave qui était en bois, bien sûr, le bois a pratiquement complètement disparu. Et nous savons aujourd'hui que donc, cette épave a été entièrement, disons, intouchée, inviolée. Pendant plusieurs semaines, Éric Surcouf, René Graillat, son directeur technique, et Ali Hossein, le Mauricien, vont quadriller la baie d'Albion. Attention Ali, il est en dessous, hein. Je crois qu'il a trouvé quelque chose là. René Graillat se fait tracter avec ses bouteilles pour observer les fonds sous-marins. Attends ce que tu as vu alors. J'ai vu des pierres de ballast. Il faudra qu'on vérifie. Mais je pense qu'on tient le bon bout. Hein. Bah là aujourd'hui, on est très content parce que c'est l'aboutissement de 15 jours de localisation sur place.
C'est l'aboutissement de 2 ans de travail, de recherche en archives. Et aujourd'hui, sur le terrain, on est très content en fait, de matérialiser ce qu'on avait tous imaginé pendant des mois et des mois. Alors, le fait que René ait trouvé les pierres de ballast, ça signifie que c'est l'endroit précis où l'épave s'est éventrée. Dans les mers tropicales, le corail pousse d'1 mètre par siècle. Il y a 375 ans que le Province-Unie a sombré par 20 mètres de fond. Seul un œil très averti peut distinguer les restes du vaisseau. Ici, un canon de 2,50 m de long d'un poids d'1,5 tonnes. Consécration absolue pour une équipe pour qui la fiction devient réalité. Quelques mètres plus loin, Éric Surcouf découvre une pièce métallique qui servait à fixer l'un des mâts du vaisseau hollandais à la coque. La joie de ce spectacle ne doit pas écarter les plongeurs de leur mission archéologique et scientifique. Les canons sont mesurés précisément, le moindre indice a son importance. La découverte de pièces de porcelaine sous un canon est un signe riche de conséquences. En fait, le décryptage des secrets du Province-Unie, bulle d'histoire sous-marine, n'est plus qu'une question de temps. Cette épave, en fait, c'est fracassée sur la barrière de récif. Donc nous avons déjà localisé un certain nombre de grappins qui ont été jetés par les marins à l'époque pour freiner, j'imagine, ce navire avant qu'il soit fracassé sur les rochers. Nous avons repéré un certain nombre également de canons, 6 canons. Et puis nous avons surtout trouvé les pierres de ballast, c'est-à-dire donc qui formaient le lest du navire et qui nous prouvent que la cargaison se trouve non loin de l'endroit où nous sommes. Au fil des jours, les restes de l'épave du Province-Unie sont cartographiés pour former un site archéologique sous-marin. Tous les détails de la passe de la baie d'Albion sont répertoriés. Les fouilles se feront de 9 à 27 mètres de profondeur. La qualité des fonds sous-marins a son importance. Il faut maintenant passer au détecteur magnétique chaque recoin de corail pour y déceler les métaux précieux et non précieux. René Graillat procède à des sondages du sable et du corail pour évaluer la difficulté des fouilles. La baie d'Albion, à 20 mètres sous l'eau, prend des allures de chantier. Le territoire est quadrillé, le détecteur de métaux ne cesse de sonner la bonne nouvelle. Les canons cimentés au corail sont décelés à la barre à mine avant d'être hissés vers la surface. Un travail de titan qui peut durer plusieurs mois. Délivrer l'épave du Province-Unie de sa gangue de corail est une véritable entreprise de terrassement. Mais les hommes ont entendu le chant du détecteur de métaux précieux. La fièvre de la recherche ne les quittera plus. Sonne partout. Sonne de partout. On a des échos. Toutes les patates. Toutes les concrétions résonnent. Éric, René et Ali, pour la première fois, laissent exploser leur joie. L'océan a toujours ses secrets. Et oui, l'océan a toujours ses secrets. Éric Surcouf trouvera-t-il le trésor du Province-Unie? Son entreprise est risquée, il le sait, mais à l'île Maurice reposent ses ancêtres, les marins de Robert Surcouf, corsaires de Napoléon, enterrés au bord de la Grève, sont là pour lui rappeler que l'histoire se conjugue encore aujourd'hui avec le rêve.